y est, c'est commencé. Aujourd'hui, le webinaire sur la chute à domicile fait partie donc de ce programme financé par la CARSAT, animé par le TASDA, où nous avons une fois par mois 1 heure de temps ensemble sur un thème et nous arrivons à la fin du deuxième semestre. Et chacun le sait peut-être déjà que sur le site internet du TASDA, vous trouvez sur la page l'instant T les webinaires en replay, les fiches pratiques, le clip démo et avec un questionnaire à remplir. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sujet de la chute peut interpeller beaucoup de personnes, aussi bien vous dans vos rôles, mais aussi des personnes lambda, hein, parce que arrive à grands pas le plan anti-chute. Donc, nous allons traiter la question partant d'un document que nous présentons, et c'est un document de l'ANESM. Je laisse Véronique prendre la parole. Alors, on va le faire à deux, cette présentation, parce que Thérèse, c'est l'expert en tant qu'ergothérapeute de l'analyse de la situation et de la recommandation d'un matériel. Et nous, TASDA, ça fait très longtemps qu'on travaille sur la chute. Du coup, on va bien se compléter justement sur les analyses. Alors, le premier point, effectivement, qu'on voulait partager avec vous, c'est toute cette notion de repérage et de vigilance en amont, que vous savez tous être quelque chose d'important et qui d'ailleurs est arrivé dans le dernier décret sur les services autonomie à domicile. Donc ça, c'est une grille telle qu'elle est effectivement proposée par la HAS et dans lequel la notion de chute apparaît en tant que telle, on le voit bien sûr, mais il y a d'autres éléments qui sont des facteurs qui vont quelque part de la même manière vous alerter sur les difficultés qui peuvent être liées finalement d'une façon générale à la mobilité ou à l'équilibre. Évidemment la nutrition par exemple, les plaintes qui peuvent être exprimées. Et donc, il y a un certain nombre de critères sur cette, si j'arrive à les faire arriver, sur cette grille qui participent finalement à cette vigilance par rapport à la thématique de la chute. Donc ça, c'est un premier outil qui a beaucoup de sens. D'autant qu'on le sait tous, la chute est multifactorielle, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question, on va dire, d'équilibre au sens des muscles, au sens de cette capacité à justement maintenir son corps dans la position qui convient. Ça peut être lié à la iatrogénie, donc aux médicaments. Souvent, c'est ça d'ailleurs. Un des premiers facteurs de chute est lié aux médicaments. Ça peut être lié, bien sûr, à son hygiène de vie, à l'aménagement de son logement, au fait qu'on n'a plus envie parce qu'on voit moins de monde. Bref, on sait que cette notion n'est pas si simple à identifier ou à repérer en amont. Donc, cette approche multifactorielle, elle a beaucoup de sens. Alors, je prends note, vous verrez là, juste en dessous de la bulle, le sujet de la chute multifactorielle et complexe. La source pour ce document vient donc de has-santé.fr et vous trouverez ce lien dans la fiche pratique qui fait suite au webinaire. Alors évidemment, parmi les signes d'alerte, il y en a qui sont évidents et souvent c'est la première chute, vous le savez tous, elle est assez traumatisante souvent quand il s'est passé quelque chose de fort. Donc évidemment, ça c'est un élément dont il faudrait avoir connaissance. Ce qui n'est pas ici, c'est pas si évident, on va le voir tout de suite après. La peur de chuter, en quoi faut-il l'exprimer? La présence d'échymose, évidemment, d'où ça vient, pourquoi, qu'en est-il, et les troubles d'équilibre qu'on pourrait observer. Voilà. Ce qui est aussi intéressant dans ce repérage en amont, c'est que plus on sera dans le croisement des regards, plus ça aura du sens. Et là aussi, il y a des choses que vous n'observerez peut-être pas, mais que les proches ou que d'autres intervenants ou que d'autres personnes, finalement, auprès des bénéficiaires, eux pourront voir parce que ce sera d'autres situations, d'autres moments. Et donc, c'est cette notion, finalement, de croisement des observations qui a du sens par rapport à l'assise, par rapport au déplacement, par rapport peut-être à des événements comme la tête qui me tourne, effectivement, ou quand je fais mes lacets, c'est peut-être pas en votre présence que ça se passe.
Et puis, ou par rapport à la vitesse de marche, par exemple. Donc là aussi, toute cette notion de repérage, elle gagne à être alimentée par ce que peuvent dire les autres. D'autant que, et c'est ce qu'on a mis dans le titre, là en haut, l'expression, et on va y revenir dessus, de difficulté sera d'autant plus facile qu'il y a une relation de confiance qui est établie avec la personne auprès de laquelle je l'exprime. Et ça, c'est vraiment important, cette notion de relation de confiance, parce que la chute, vous le savez tous, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui peut être très anxiogène selon les situations. Et donc, en parler n'est pas si simple. En parler, c'est aussi finalement parler des éléments sur ses besoins d'aide, sur ses fragilités, sur son propre ressenti par rapport à l'avancée en âge. Et tous ces sujets sont tellement délicats que ça peut se faire avec vous. Si l'auxiliaire de vie est quelqu'un qui a su effectivement mettre en place cette relation de confiance, si elle a cette relation depuis un certain temps et que cette relation est de bonne qualité, ou évidemment ça adossé à ce que peuvent dire notamment les proches. Alors, je rajouterai juste que vous voyez bien le mot acceptation de vieillir, des fragilités, de l'aide. Et je pense que vous n'êtes pas dupes. Il y a bien entendu des bénéficiaires auprès de qui les intervenants interviennent qui sont tout simplement dans le déni. Et c'est là où les proches et les intervenants vont pouvoir dire, tiens, monsieur, il me semble, et parce que c'est dans cette relation de confiance, le travail d'acceptation se fait tranquillement avec quelqu'un qui, auprès de qui je n'ai pas d'exigence ou pas d'attente. Cette notion de déni, je pense que les intervenants, ils le connaissent. Hein. Donc ça, c'est au niveau acceptation. Et là, on arrive dans une petite liste de signes de risque de chute. Donc, Véronique l'a déjà nommé, il y a la polymédication. Lors du webinaire du mois dernier, donc il n'y a que 15 jours, on a longuement détaillé l'importance de vigilance par rapport à la prise médicamenteuse. Plus il y a de médicaments, moins on est bon dans la gestion. Donc, vous pouvez tous aller regarder la fiche pratique qui va avec, et éventuellement une partie du webinaire. La sédentarité, ça, c'est quelque chose qui arrive de manière sournoise, c'est-à-dire que l'intervenant arrive, frappe à la porte, et normalement, monsieur, il vient ouvrir. Et en fait, elle remarque de plus en plus souvent qu'en fait, elle se laisse entrer parce qu'il reste assis. Et pour ne pas le déranger et pour qu'il ne soit pas trop fatigué, elle le laisse assis, et puis du coup, il ne se remet plus en mouvement comme avant. Donc ça, c'est un signe qui peut être précurseur. Mauvais chaussage, le fait de sortir en mule ou en chausson. On le voit souvent à domicile, souvent dans les milieux ruraux. Difficulté à la double tâche, le fait en marchant ensemble avec l'intervenant pour aller faire les courses, la personne s'arrête pour finir une phrase, pour répondre à une question. Ça peut être un premier signe de trouble à difficulté avec cette double tâche, la notion de double tâche. Donc, c'est un signal d'alarme. Plus de difficultés à trouver ses affaires chez lui parce que la personne ne fait plus trop le ménage, parce que ça veut dire il faut que je me lève, il faut que je me reste debout, que je monte sur les bras. Donc, être en mouvement, ça peut être un signe qui montre que finalement, il y a moins de mouvement. Donc, vous voyez, toute cette liste, c'est pour alimenter des signes de repérage qui complètent la grille qu'on a montrée au tout début. Et bien entendu, on félicite les intervenants parce que leur rôle est absolument primordial. Alors, on aime bien ce schéma. Il a été utilisé très récemment dans le cadre de la restitution des travaux du ministère sur le plan anti-chute. Donc, ça date de fin septembre. Et donc, ils ont fait valoir un processus d'acceptation, justement, pour que derrière, l'aide puisse être réellement utilisée. Et dans ce processus d'acceptation, il le propose en plusieurs étapes. L'acceptation de vieillir, l'acceptation... Pardon, excuse-moi, merci. C'est bien, Thérèse me dit qu'il y a des animations qu'il faut mettre en place. C'est bien à deux. C'est fait à deux. Donc, première étape sur le vieillissement, deuxième étape sur ses fragilités, de manière à ce qu'on puisse effectivement donner plus de sens
fondamentalement à l'aide qui va être proposée. Et en l'occurrence, pour nous, ça va être pour beaucoup la téléassistance, on va en parler tout à l'heure. Si on parle de ces éléments, effectivement, et de ce processus d'acceptation avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est-à-dire finalement le repérage de risque de fragilité, les échanges avec les proches, les échanges évidemment avec le bénéficiaire, ça doit permettre d'aller vers cette prise de conscience et vers cette acceptation qui fait que l'aide sera réellement utilisée. Vous n'êtes pas sans savoir, mais je pense que la plupart l'ont déjà constaté, que ce que l'on dit dans la téléassistance, c'est que 50% des dispositifs ne sont pas utilisés. Et pourquoi ils ne sont pas utilisés? Un des facteurs qui explique ce rejet quelque part, où je viens mettre le médaillon dans le tiroir et je ne m'en resserre plus, c'est notamment parce que ça renvoie justement une difficulté qui aujourd'hui n'a pas été acceptée. On n'est pas dans ce processus d'échange, on n'est pas dans ce processus de prise de conscience. Et donc, effectivement, si la téléassistance a été recommandée par l'assistante sociale, la structure évaluatrice, mon fils, ma fille et peut-être mon auxiliaire de vie, ben, ça n'est pas mon choix à moi. Et voilà. Donc, je ne suis pas dans ce processus finalement de mettre en place les dispositifs qui vont m'aider. Donc, je ne sais pas si c'est le bon ordre des étapes tel qu'il a été présenté, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est que derrière ce repérage et ces échanges, il y ait suffisamment de discussion avec le bénéficiaire pour que l'aide qui soit proposée rentre dans son schéma de décision et d'appropriation. Et que ça répond à un besoin que lui, il reconnaît. Et comme on dit souvent, les ergothérapeutes, c'est que notre technique peut être une très bonne solution, mais si ça ne répond pas aux besoins, il ne sera pas utilisé. Et c'est exactement ce qu'est en train de dire Véronique. Il faut que le bénéficiaire sent qu'il y a un besoin pour qu'il il utilise à bon escient. Donc, vraiment, ça nous semble important d'assister sur tout ce processus. Je continue. Il y a un peu de résonance, oui, effectivement, au niveau du son, j'ai vu ça. Ouais. Après, le dernier point, et on va rentrer dans le persona, c'est que il faut avoir bien en tête qu'il y a de multiples solutions par rapport à la thématique de la chute, il n'y en a pas qu'une. Et donc, du coup, c'est finalement de bien considérer ce champ des possibles pour que vous ayez après à votre main, évidemment, en fonction des critères dont on va parler tout à l'heure, les bons arguments et les bons critères de choix qui vous permettront d'aller dans l'une ou l'autre de ces solutions. Alors, vous voyez à l'écran, alors je reviens sur le son. Il y avait... il y a une réverbération. Ah, c'est peut-être ça. OK. J'espère que ce n'est pas trop gênant. Donc, vous voyez à l'écran une liste de dispositifs d'alerte. Et vous voyez bien que la source, c'est ce fameux site que je mentionne régulièrement, c'est bien chez soi l'assurance-retraite.fr. Et c'est ce qui arrive sur l'écran quand je mets dans la fenêtre de recherche le mot dispositif et que je clique sur la loupe, arrive cette liste, pas forcément dans cet ordre. Et je voulais le mettre en avant pour qu'on comprenne bien qu'il en existe des mobiles, domotiques, des classiques, dans une téléassistance, hors téléassistance, avec géolocalisation, etc. Ça, c'est important parce que dans l'encart entouré de jaune, vous voyez que alerter en cas de chute et la proposition qui sera faite va dépendre des capacités du bénéficiaire, de la disponibilité de son entourage, du type de chute, est-ce que c'est une chute lourde, est-ce que c'est une chute molle, est-ce que c'est un glissement, l'environnement dans lequel cette chute arrive. Donc ça, c'est vraiment important qu'on comprenne que sans avoir bien ciblé les réels besoins du bénéficiaire, on ne pourra pas faire la préconisation de manière intelligente. Allez, normalement, on va avancer vers la présentation de notre cas. Aujourd'hui, il s'appelle Monsieur se relever. Donc, bénéficiaire d'un plan Oscar depuis 5 ans. Il a 2 types de prestations, donc accompagnement et prévention à domicile et une prestation forfait prévention.
Donc, vous voyez qu'il y a déjà eu des interventions. Il a quand même de la visite 2 fois dans la semaine, 2 fois 1 heure. Et il a même bénéficié, en sortie d'hospitalisation, de mois d'hébergement temporaire. Il est âgé de 94 ans, monsieur se relever. Il est veuf, il vit seul. Il est dans une ville, donc on va dire de taille moyenne. Ceux qui connaissent Grenoble, on va dire Ibens. Il habite à Ibens. 6 enfants, donc quand même un entourage important, mais ils vivent tous loin. Donc, ça, c'est important à prendre en compte, comme vous le savez. Et actuellement, il n'y a aucun service de téléassistance parce que monsieur le refuse. Il y a eu déjà des propositions. Donc, nous voilà dans la rencontre monsieur se relever. Alors, ce n'est pas étonnant qu'à 94 ans, quelqu'un ait des capacités de la marche, se relever, faire du yoga, etc. Mais il est bien étonnant qu'un tel monsieur ait des capacités de faire ce qu'il est en train de faire dans cette image. Je l'ai choisi exprès parce que nous avons tous des idées sur qu'est-ce qui est normal à tel âge. Et plus on travaille dans le domaine de la gérontologie, plus on voit que, attention, ne pas faire d'amalgame. Donc, ce monsieur est capable de prouesse et il le sait. Et c'est ce qui explique qu'il soit dans le déni. Je n'ai pas besoin. Donc, sachant que l'aidant principal est un neveu qui est jeune, ça joue aussi sur cette relation qu'il a et le déni. Et même si ça se passe très bien avec les enfants, il y a visiblement un petit malentendu entre l'enfant aîné, qui est plutôt inquiet, et le neveu, qui est le plus présent, en fait. Il est bien connu, donc il a eu une posture dans la ville de quelqu'un avec des capacités, quelqu'un de fort, quelqu'un qui était toujours là, à l'heure, etc. Et il tient à maintenir cette image qu'il renvoie. Et c'est très important de prendre en compte lorsqu'on va accompagner les étapes d'acceptation. Et l'idée, c'est de ne pas laisser arriver une chute plus grave que celle qu'il a vécue, qu'on voit tout à l'heure, de manière à ce que monsieur se relever, il entend raison. Voilà, donc quelques constats qui sont arrivés. Ah, désolé pour le décalage. Donc, en pleine forme, il a besoin de rien, mais les intervenants trouvent qu'en fait, même si son état de santé est très bon, il y a des signes de fragilité, les signes qu'on a nommés tout à l'heure. Il est un peu plus au ralenti. Le neveu relate de plus en plus ses inquiétudes à lui. Donc, l'importance de prendre les dires de chaque membre de l'entourage. Il est tombé chez lui il n'y a pas très longtemps, chute sans conséquence, donc il y a eu des ecchymoses. Le neveu avait questionné un petit peu, mais en fait, ben, il a réussi à se relever parce qu'il fait de la gymnastique, parce qu'il fait du stretching, du yoga, etc. Ben, il connaît les gestes et il a réussi à se relever. Du coup, ça renforce cette notion qu'il n'a pas besoin d'aide. Et donc, les enfants ont quand même pris contact avec le responsable du secteur pour dire attention, notre papa il est tombé, on veut absolument qu'il y ait une solution mise en place. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et donc, c'est bon à savoir que ce logement, il est équipé d'un Wi-Fi. Ça, c'est important. On arrive donc à notre slide que vous connaissez tous. Choisir un outil adapté en 6 étapes. On va donc identifier les besoins, définir les priorités et puis présenter les solutions. Donc, les besoins pour ce monsieur se relever, les besoins que je vous propose sont de l'ordre de maîtrise. Monsieur se relever a vraiment besoin de se sentir maître. Il n'a pas envie qu'on l'infantilise et il a besoin qu'il soit respecté malgré cette fragilité qui se fait voir. Et c'est compliqué pour monsieur. L'entourage a besoin d'être assuré que les services d'aide à domicile ont bien pris en compte qu'il y a des risques et qu'ils vont agir. Et puis le binôme aidant-aidé
a besoin de connaître, être informé. Et visiblement, ce monsieur se relever va très probablement, s'il participe activement à la prise d'information, à l'étude, à l'analyse par rapport à lui et son logement, il va très probablement cheminer vers la notion de peut-être ce serait une solution pour moi. Donc, on arrive aux priorités qui ont été définies. Et attention, c'est toujours en fonction des capacités du bénéficiaire, de son environnement et aussi de l'évolutivité de la situation, excusez-moi. Et bien entendu, monsieur a 94 ans, il est en pleine forme. Peut-être il restera en pleine forme encore quelques mois, mais probablement pas quelques années. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber malade, mais la fragilité s'installe petit à petit. C'est de manière sournoise et c'est malgré lui. En fait, c'est malgré nous, hein. Donc, en premier, j'ai mis qu'il faut absolument qu'on respecte le processus d'accompagnement des acceptations. Sinon, comme avait dit Véronique, on n'arrivera à rien parce que la solution ne serait pas utilisée. Ce qu'elle a donc appris lors de ses réunions avec le ministère sur le plan anti-chute. 50% des dispositifs qui sont financés hein, ne sont pas utilisés. Vous le savez tous, hein, la personne le met dans un tiroir. Priorité numéro 2, assurer que monsieur et son entourage soient informés. Et je rajoute, améliorer l'éclairage sur le trajet parce que oui, la première chute était sur le trajet l'IVC parce qu'il n'avait pas vu tout simplement le chausson qui obstruait son chemin. Alors, quel est l'apport d'une solution technologique numérique? Ça dépendra de qu'est-ce qui n'est pas compensé par les aides classiques. Donc, vous voyez bien qu'ils ont pris des habitudes. Ils savent que monsieur utilise un bâton de marche. Attention, un bâton de marche est beaucoup plus facilement accepté qu'une canne parce que la prise en main avec un bâton est une prise qui va vers l'avant, donc vers le mouvement, qui met en route des deux côtés et qui donne l'impression d'être un marcheur comme les autres, tandis qu'une canne donne une prise en main qui va vers le sol. Ce qui stabilise, c'est bien, mais on marche très rarement avec deux cannes. Donc, cette notion de bâton de marche a été bien comprise et présentée à monsieur, et du coup, il a beaucoup aimé l'idée. Et depuis qu'il a eu ces installations au niveau prévention, hein, avec le forfait dans son évaluation Oscar, le transfert à la baignoire tout seul se passe beaucoup mieux. Donc, l'apport d'une aide technologique doit respecter les priorités définies ensemble. Et les 4 solutions que nous vous présentons sont un dispositif d'alerte domotique avec des détecteurs qui sont installés dans une pièce, un chemin lumineux qu'on va détailler un peu plus loin, qui peut être installé où on souhaite, un détecteur de chute avec téléassistance que Véronique montre à l'écran, et un dispositif d'alerte mobile avec détection de chute qui est là. Hop, un exemple. OK, ça c'est une marque blanche. Voilà, donc on va aller un peu plus vers les solutions avec le petit rappel sur les besoins que je vous laisse relire. Vraiment cette notion de maîtrise de la part de monsieur, d'être informé, c'est peut-être une approche différente que certains bénéficiaires qui sont accompagnés, qui à 70 ans, sont plutôt dans un mode je prends, oui, je vous écoute, oui, d'accord. Là, on est dans une autre approche. Donc voilà, c'est le petit rappel. Et je laisse Véronique prendre la parole pour commencer la présentation des solutions, avec toujours en première pensée que je dois respecter le processus d'accompagnement des acceptations. Alors, la solution qu'on voulait vous montrer, c'était pour compenser ou pour compléter, pardon, ce que vous connaissez probablement tous, qui est le bracelet avec le bouton et l'appel manuel sur le bracelet.
Et la difficulté souvent que les gens ont, de porter un bracelet qui peut être stigmatisant, c'est pas très joli, ça n'est pas conforme, on va dire, à ma garde-robe. C'est pour ça que Thérèse a porté un magnifique collier de perles aujourd'hui, vous voyez, qui est exactement la même chose que le bracelet, c'est pareil, sauf que si vous avez un format de médaillon, donc, il faut appuyer sur le médaillon pour pouvoir déclencher l'alerte. C'est manuel aussi, mais c'est un petit peu plus recherché en termes de création. Et c'est proposé avec le collier de perles, qui est en plastique, mais c'est avec le collier de perles. Donc, il y a eu un effort qui a été fait pour que justement, on ait envie quand même de le porter et pas seulement ce bracelet. Alors, bien entendu, ça, ce serait pour faire plaisir aux femmes. Et puis, plusieurs offres de solutions font des efforts par rapport au bracelet que Véronique a montré, qui ressemblerait plus à une montre, par exemple. Donc, par rapport à ces dispositifs dits portés, il y a tous les dispositifs qu'on va qualifier d'installés. Alors, on a utilisé le mot domotique pour justement désigner ces dispositifs qui sont installés dans le domicile et qui sont donc essentiellement à base de capteurs, comme le montre Thérèse en ce moment. Et donc, ils ont aussi cette fonction de détection. C'est Google. Sauf que cette détection se fait par des algorithmes, se fait donc automatiquement au regard de ce que les capteurs seront en capacité de déceler. Alors, c'est assez facile à mettre en place. Ça, c'est pas forcément très compliqué. D'ailleurs, dans l'exemple que tu as montré, Thérèse, il y a un scotch double face. Ouais. Vous voyez derrière, là. Par contre, il faut pouvoir le mettre dans toutes les pièces. Si on veut pouvoir avoir une détection à une échelle de l'appartement ou de la maison. Donc ça, c'est un premier sujet. Ça veut dire que d'un point de vue économique, ce sera un petit peu plus cher s'il faut les capteurs complémentaires pour couvrir l'ensemble de la surface. Il faut les disposer là où le capteur sera en capacité, bien sûr, d'avoir une vision suffisamment large, finalement, de la pièce. Donc là, le capteur dont parle Thérèse, c'est un capteur à base de technologie radar, c'est-à-dire que quelque part, on va aller envoyer des ondes et on va aller analyser ces ondes pour voir s'il y a une personne, si elle est debout ou bien si elle est par terre. C'est comme ça que ça va marcher. Et ces capteurs peuvent être également complétés par un certain nombre de dispositifs. On en a déjà parlé précédemment d'ailleurs, comme un capteur ouverture porte, ce qui permet d'une part de dire au capteur, la personne est sortie, s'il se passe quelque chose, j'ai envie de dire, c'est d'une autre nature. Donc voilà, ça vient alimenter également l'analyse des algorithmes. Alors, je vois que quelqu'un dit qu'il n'arrive plus à suivre à cause des réverbérations. Est-ce qu'on éteint un des micros? D'accord. Et je laisse continuer. Il faut que tu Alors, moi, j'éteins. Hop, et je laisse. Chez moi? Non, il faut que tu coupes 2 fois. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Donc effectivement, ces capteurs installés dits domotiques sont assez intéressants quand la personne ne veut pas porter quelque chose et qu'il y a un vrai risque de chute. C'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc ça détecte des situations anormales comme des chutes. Alors après, ça peut avoir d'autres fonctions, en général des fonctions qu'on appelle d'actimétrie. Alors c'est un autre sujet, c'est pour déceler des apparitions de fragilité, déceler des changements de comportement, mais on est dans une autre logique que celle de la chute. Donc ça, c'est voilà, une solution alternative qui existe et qui est vraiment répandue sur le marché, un petit peu plus onéreuse. Et on entend le terme actimétrie, c'est-à-dire le traitement des informations sur la présence, absence dans une pièce, passage, actionnement d'une porte, etc. Et les détecteurs dont parle Véronique vont pas détecter une chute, ils vont détecter une présence au sol qui serait, selon ce qui serait paramétré en amont, traité comme une information lambda. Par exemple, on sait qu'à 9 h tous les mardis, monsieur se relever fait du yoga. Donc, à ce créneau-là, il n'y aura pas d'alerte envoyée à son aidant. En fait, c'est normal qu'il soit parti. Vous voyez, c'est tout ce travail en amont
qui va permettre à ce que la solution se adapter aux besoins et aux habitudes de vie de monsieur Sevollet. Après, en complément de ces capteurs, il y a, tiens, est-ce que tu peux me passer le transmetteur, s'il te plaît, Thérèse? Comme pour les téléassistances classiques, hein, le principe d'un transmetteur. Effectivement, on en montre deux, celui dont Thérèse dispose et celui qui est là, et dont vous vous souvenez hein, qu'à partir du moment où il y a eu une alerte qui est remontée, à ce moment-là, il y a une communication en direct qui se fait entre le plateau d'assistance et le domicile par l'intermédiaire de cet émetteur-récepteur, si je puis dire. Donc, en fait, c'est comme un appel téléphonique, sauf qu'il ne faut pas décrocher. Donc, je suis par terre après ma chute dans le couloir. Je dois pouvoir entendre la personne du plateau téléphonique qui me demande « Allô, Véronique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien ou pas ?» et qui rentre en relation avec moi pour faire ce qu'on appelle une levée de doute, c'est-à-dire comprendre quelle est la situation et y a-t-il nécessité ou non d'envoyer les pompiers. Alors, vous avez l'habitude de mentionner l'importance, parce que vous connaissez ces solutions de téléassistance classique, l'importance de bien étudier la faisabilité par rapport au mur, en pise, je crois. En pisé. Par exemple, jusqu'où madame peut aller dans son jardin, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à sa boîte à lettres? Et ça, c'est rentré dans les habitudes des techniciens qui viennent et des personnes qui accompagnent. Par contre, je souligne l'importance que ce soit testé, la capacité de réception de la voix de la personne quand il va répondre aux sollicitations du plateforme. Vers qui l'alerte sera envoyée. Parce qu'il arrive, il y a des personnes qui ont une toute petite voix pour lesquelles le plateforme n'entend pas. Et ça peut engendrer quand même des situations compliquées. Donc, l'important, c'est que lors des tests, que peut-être vous direz, les intervenants diront à M. Sevollet, pensez à tester votre volume de voix lorsque vous parlez au transmetteur. Voilà, petite info en plus. Autre type de solution, donc les détecteurs automatiques. Alors, c'est automatique comme les dispositifs domotiques dont on vient de parler, sauf que celui-là, il est porté. Il n'est pas installé. Alors, c'est un exemple, hein, il y en a plusieurs, évidemment. Et celui peut aussi être porté en pendentif. Tu as raison. Ces détecteurs de chute portés sont pour l'essentiel adossés à un accéléromètre. Alors, c'est un petit détail technique, mais qui a son importance. Ça veut dire que l'accéléromètre, en fait, il va essentiellement détecter des chutes brutales. Donc, quand je disparais brutalement à l'écran, là, on a l'accélération. Par contre, si je tombe de cette manière-là, et que vous ne voyez plus, ça, c'est une chute molle. Donc, ils ont la particularité, ces matériels, d'être assez performants en général dans la détection des chutes brutales, oui, moins performants dans la détection des chutes molles, et avec aussi la particularité, parfois, évidemment, d'avoir, comment dirais-je, de ne pas être en capacité de détecter une chute brutale, parce qu'on demande aussi à ces matériels de ne pas réagir en cas de mouvement brusque. L'exemple classique, hein, nous, on nous a fait des retours dans des groupes de travail d'une personne qui avait ce dispositif à son poignet et qui était en train de se laver les dents le soir. Et donc, c'est une personne qui, d'ailleurs, n'avait pas forcément bien compris comment fonctionnait ce dispositif. Et donc, elle s'est retrouvée le soir en peignoir avec l'arrivée des pompiers et des voisins. Et elle n'a pas compris pourquoi. Et donc, le système a détecté le lavage de dents. Et donc, en fait, les algorithmes qui sont derrière ces accéléromètres, on tâche de les paramétrer, évidemment, pour qu'ils détectent une vraie chute et non pas un mouvement brutal qui ne serait pas une chute. Et donc, ça veut dire aussi qu'ils ne détectent pas toutes les vraies chutes. Parce que justement, selon comment se passe la chute, si je porte le bracelet sur le poignet gauche et que je chute à droite,
ou l'inverse. Si je chute en faisant un mouvement de type rotation, si je chute vers l'avant ou vers l'arrière. En fait, tous ces paramétrages sont assez délicats et fait que finalement, la sensibilité du capteur a ses limites, fondamentalement. Voilà, donc du coup, juste il faut le savoir. Ça ne veut pas dire que ces produits sont mauvais, parce que ces produits peuvent être très rassurants pour une personne. Ça la rassure d'avoir ce matériel que l'on peut aussi actionner manuellement. Il y a les deux, à chaque fois, il y a les deux fonctions. Il y a l'automatique et le manuel. Donc du coup, on peut compenser par du manuel. Il y a cette notion d'automatisme quand même qui est rassurant, mais il faut surtout bien expliquer que ça n'est pas parfait. Et surtout, les dispositifs, par exemple celui qu'on montre, il y a la possibilité d'annuler l'envoi d'alerte. Si la personne est tombée et a compris qu'il va y avoir une alerte envoyée et qu'il sent que, en fait, il n'y a pas besoin, je m'en sors très bien, il peut annuler en couvrant pendant 20 secondes, il me semble, le dispositif. Et ça, ce serait une bonne solution, par exemple, pour monsieur se relever, parce qu'il va rester maître. Il sait qu'avec un tel dispositif, même si une alerte est envoyée, c'est vrai, je vais pouvoir l'annuler. Tous les dispositifs ne le proposent pas. Donc, c'est aussi un point à prendre en compte lors d'un choix, par exemple. Et donc, ça vient renforcer le fait aussi que, avec l'exemple de la personne dont je parlais, qui s'est retrouvée avec les pompiers alors qu'elle se lavait les dents, peut-être que ce produit n'était pas adapté pour elle et qu'elle n'avait pas suffisamment les capacités cognitives, en l'occurrence, pour comprendre comment ça marche et donc derrière être capable effectivement d'annuler l'alerte, de voir l'alerte déjà, parce qu'il y a une petite lettre qui clignote, et ensuite derrière de l'annuler. Et là, c'est une autre chose, c'est que le dispositif que Véronique vous a montré, le vidéo, il a un lumineux qui flash. Si la personne est malvoyante, il ne voit pas le flash et s'inquiète que l'alerte n'est pas envoyée, ça peut être problématique. Donc, il faut prendre ça en compte au moment de se renseigner sur les dispositifs qui sont présents. Ce dispositif, qui est aussi un détecteur de chute, a un minuscule trou dans lequel va apparaître le flash. Donc, bien entendu, moi, sans mes lunettes, je ne le verrai pas. C'est des petits détails, mais qui ne sont pas des moindres. Alors, restons sur ce dispositif mobile, là, du coup, Thérèse. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc là, tout ça, c'est une question d'appropriation, hein. C'est ça l'intérêt, évidemment, de prendre celui qui me plaît le plus. Et donc, l'intérêt de ce dispositif, c'est que je peux l'emmener à l'extérieur. Donc, il est équipé d'une carte SIM, comme un téléphone, quoi, hein, de manière à pouvoir envoyer effectivement l'alerte. Donc, les chutes à l'extérieur, on nous en parle de temps en temps, pas tant que ça, je trouve, parce qu'on estime qu'à l'extérieur, logiquement, sauf si je suis malade à 2 heures du matin dans des quartiers déserts, mais quand on est en journée, quelqu'un qui chute, il y a souvent quand même des gens dans la rue qui vont venir m'aider et me porter secours. Donc, le principe du capteur de chute à l'extérieur est peut-être moins demandé et moins judicieux, il faut voir. En tout cas, sachez que ça existe. Il existe donc des dispositifs comme ça qui sont marque blanche, c'est-à-dire en allant sur le site d'Hommes-Inno, vous verrez qu'il y a au moins 3 porteurs de solutions qui proposent cet objet, mais c'est différentes sociétés. Et ils mettent leur propre intelligence artificielle dedans. Donc l'offre n'est pas forcément exactement pareille. Et il peut être évolutif. Et ça, on le retrouve dans la fiche pratique. Après, ce dispositif, donc, il est surtout intéressant pour la partie mobile, la partie manuelle, pardon. Il y a le petit bouton là-dessus. Et donc, Thérèse, tu voulais montrer aussi le téléphone avec, tiens, il est là, qui est donc aussi un dispositif mobile, par définition, avec le bouton d'alerte. Et donc, ça peut être quelque chose qui, justement, apporte cette fonction de rassurance à l'extérieur, avec donc ces boutons d'alerte manuels. Alors, je rajoute, et vous le retrouverez sur la fiche pratique, c'est l'importance qu'il y ait une personne dans l'entourage, que ce soit l'entourage proche, ou par exemple un intervenant à domicile référent, qui va faire en sorte que la charge
soit du téléphone, soit de la valise, soit vérifié régulièrement. Okay, et c'est pareil pour tout ce qui est détecteur. Les détecteurs que vous voyez à l'écran et d'autres modèles qu'on va vous montrer, c'est très important qu'on comprenne que si les piles ou si la charge n'est pas au top, ben, on a un dispositif qui ne fonctionnera pas. Alors, la plupart des éléments portés de ce type-là ont des signaux de piles faibles qu'ils renvoient au téléassisteur. Hein. Donc, il y a un autocontrôle du matériel pour que justement cette difficulté-là puisse être gérée. Après, le dernier point quand même, il est classique, mais on ne peut pas ne pas en parler. Ouais. Alors, on appelait ça chemin lumineux avant. Ça, c'était avant, mais on en a un, on va quand même vous le montrer. Hein. Quand Legrand commençait à travailler sur le sujet il y a plus de 10 ans, voilà, un chemin lumineux, c'était un bandeau de LED. Et donc, bon, pourquoi pas hein. Alors, ça fait un petit peu piste d'aéroport. Hein. C'est assez lumineux quand même, fondamentalement. C'est vraiment très lumineux. Mais c'est du coup ce terme qu'on a gardé pour désigner des petits éclairages automatiques à base d'un capteur de mouvement. Donc, voilà, c'est des tout petits dispositifs. Si on ne prend pas le bandeau de LED, mais l'autre, Thérèse, plutôt, qui sont très faciles à trouver dans les enseignes de grande distribution type Castorama, Leroy Merlin. Voilà, donc il y a un tout petit capteur de mouvement et derrière, ça allume les 3 LED, par exemple, qui sont là dans les mains de Thérèse ou la petite LED qui est présentée sur la diapo. Et ça, c'est quand même très pratique. Donc, ça coûte entre 10 et 20 €, donc c'est pas très onéreux. Ça permet quand même d'éclairer. Alors, par exemple, on peut le mettre au pied du lit. Et donc, quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes, ça s'éclaire tout seul. Il y a une temporisation qu'on peut régler sur 1 minute, 2 minutes. Hein, et donc, elle va s'éteindre toute seule également. Et le mettre au pied du lit et de mon côté, ça peut aussi permettre d'éviter de réveiller le conjoint s'il y en a un, pour pas que ce soit l'éclairage de la chambre, mais qu'on trouve voilà, la meilleure solution qui me rassure quand je me lève la nuit. Alors, je vous invite à visiter le site Bien chez toi pour le chemin lumineux. Je ne sais pas si je vais le faire. Oui. Voilà. Comme ça, vous verrez qu'il y ait des petites notions qui sont détaillées. Et pour ces deux, donc chemin lumineux et éclairage automatique avec détecteur, on a un petit vidéo, un petit clip qui a été donc travaillé par un psychiatre et mis en ligne sur le site internet. Je vais t'inviter à reprendre le micro, Thérèse. Ouais. C'est bon. Juste, je partage le site. Ouais, normalement, tu cliques dessus, il y a des... Voilà, donc ça, on va peut-être montrer le chemin lumineux pour qu'on ait un dispositif d'alerte domotique. Parce que c'est... Voilà, ok, pardon. Donc, dans la page, la fiche produit du chemin lumineux, on voit un exemple en photo. On peut descendre pour avoir accès aux vidéos, encore un peu plus loin. Voilà, donc il y a un vidéo explicatif qu'on peut regarder. Oui, je la vois. Vous allez nous dire si vous avez le son. Mais bon, s'il n'y a pas le son, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que vous voyez l'explication et c'est un outil que vous pouvez utiliser, tout comme les clips démos que nous proposons lors de vos réunions d'équipe. Vous voyez, donc c'est bien expliqué, bien montré. Et ce que je rajoute, c'est que le choix de où on le place est très important. Parce que monsieur, il vit seul, il n'y a personne dans la chambre avec lui. Par contre, quand il bouge la nuit, on ne cherche pas à ce que le détecteur allume tout de suite. On peut avoir un détecteur couplé avec un éclairage. Donc ça, c'est un exemple de détecteur couplé par radio à un surdouille qui va automatiquement, lorsqu'il détecte le mouvement, allumer la lampe qui est dans le couloir, par exemple. Donc, c'est très important lorsqu'on discute avec les bénéficiaires
qu'est-ce qu'il a comme habitude? Comment est-ce qu'il se lève? De quel côté? Est-ce qu'il a un animal de compagnie? De manière à ce qu'il s'approprie l'idée que s'il installe, dès qu'il bouge dans le lit, ben, rien ne va se passer. Mais dès qu'il se lève et qu'il s'approche de la porte, là où le détecteur est placé, ou là où le détecteur avec éclairage automatique est placé, vous voyez la différence? Ça ne va pas s'allumer. Il envoie l'information. Celui-là va s'allumer uniquement quand on passe devant. Il n'est pas connecté à d'autres, tandis que ceux que vous voyez à l'écran, on les achète par deux et il faut les configurer pour les connecter, un petit peu comme ce que vous faites avec Bluetooth, hein, avec vos téléphones. Et le temps passe, on est presque à 20. Alors, juste un petit rappel des lieux à visiter, différents lieux dans lesquels il y a certaines de ces solutions. Vous pouvez prendre contact par téléphone, par mail ou en allant sur le site. Il y a aussi des liens, donc on vous les mentionne à chaque fois, donc le site qu'on vient de montrer à l'écran. Pensez à le visiter de temps en temps sur des fiches que vous ne connaissez pas pour découvrir d'autres petits clips qui sont installés dans le site. Le site Domino, vous voyez à l'écran, quand vous êtes sur le site, donc la page d'accueil de Domino, vous avez la possibilité de mettre un mot, donc une recherche textuelle. Ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas l'habitude, c'est vous faites plutôt recherche avancée. Et à partir du moment que vous ayez cliqué sur recherche avancée sans rien mettre dans la fenêtre de recherche textuelle, hein, arrivent 13 chapitres qui s'ouvrent. Voilà. Donc, vous avez un choix à faire pour affiner une recherche quelconque. Donc, en cliquant sur alerter, détecter une chute, je pense qu'il y a 95 produits qui se présentent. Bien sûr, il faut scroller sur la page et puis changer de page 1 à page 2. Et vous pouvez affiner vos recherches en cliquant sur davantage de cases pour définir si vous souhaitez une solution qui passe uniquement vers les proches, qui passe vers un service de téléassistance. Est-ce que c'est porté par la personne? Est-ce que c'est installé dans le domicile? Est-ce que c'est automatique ou manuel seul? Voilà. Donc, c'est une manière d'aller découvrir d'autres solutions parce que le site Bien chez soi est un site générique et le site Domino propose des solutions avec moyen de contacter l'offreur de solutions. Toujours notre étape 4, est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'un intervenant, un ergothérapeute intervienne à domicile? Et toujours le petit rappel pour faire le point avec son médecin traitant et les propositions de visite qui ne sont pas forcément par Carco. Et chercher un soutien financier potentiel, normalement, sur chaque fiche produit, si vous le trouvez sur le site Bien chez soi, il y a la notion de oui ou non, il y a possibilité de financement. Et vous pouvez toujours vous mettre en lien avec l'évaluateur du plan Oscar. Parce qu'on peut dire que les téléassistances sont prises en charge, oui, vous savez, dans le plan d'aide, il y a des forfaits en général. Les chemins lumineux, de plus en plus, font partie aussi des forfaits de financement des aides techniques maintenant. Hein. Donc, voilà, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes sur ce dont on vient de parler. Et puis aussi à prendre en compte que les systèmes de dispositifs d'alerte domotique, comme on vous a montré, par exemple, la personne peut avoir que des détecteurs dans un premier temps et dans un deuxième temps, il décide qu'il souhaite coupler la détection de mouvement avec un chemin lumineux. Donc, on ne change pas le financement, mais on sait que dans le dispositif, dans cet abonnement, je peux rajouter peut-être 5 € par mois pour avoir la possibilité d'évoluer vers un chemin lumineux en plus de détection de présence ou absence. Alors justement, cette notion dont tu parles là, d'évolution, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de possibilités avec la téléassistance, avec les détecteurs, et qu'en fonction des capacités de la personne, on peut faire évoluer finalement le matériel. Ce qu'on ne fait pas si souvent, j'ai le sentiment.
Et donc, du coup, démarrer peut-être par du manuel avant d'aller sur de l'automatique, ça peut avoir un sens. Démarrer par une toute petite balise lumineuse avant d'en mettre plusieurs, ça peut avoir un sens. Et que finalement, une fois effectivement, ça fait partie du cheminement aussi, d'acceptation, de prise de conscience, voilà, la progressivité dans l'automatisation, le nombre de matériel est un vrai sujet. Alors, on a beaucoup parlé cette fois-ci. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez des questions sur ce qu'on a présenté? On vous écoute. Et après, on montrera le programme. Et je vais mettre le questionnaire qu'on vous invite à remplir. Je m'en occupe. Alors, donc, juste un petit mot effectivement sur la suite des webinaires. Donc, la programmation se poursuit. Le thème prochain qu'on avait souhaité traiter, c'était l'isolement, qui est un sujet à la fois difficile et à la fois sur lequel il n'y aura pas non plus de révolution numérique, on entend bien, mais on contribuera quand même à cette thématique. Et après, on avait envie de terminer l'année sur la thématique de la cuisine. Et je viens de mettre dans la conversation le lien pour accéder au questionnaire qu'on vous invite vivement à remplir. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps nécessaire pour le remplir et à mettre des commentaires parce qu'on prend compte. Si le programme est reconduit, on a déjà des retours qui vont nous permettre d'ajuster, d'étoffer la proposition qu'on fait et améliorer l'offre. Voilà. Donc, cliquez sur le lien et vous répondez au questionnaire. Voilà. Merci à tous. Ouais, merci. Et puis à très bientôt. Au revoir.